radio, vous savez. Pas un écrivain. Nom de Zeus! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques, prêts, radio. Bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Comme c'est la première émission de la saison pour nous, je vais revenir brièvement sur sa gestation. Après mes chroniques en vers l'année dernière, j'ai eu envie d'avoir une émission où ceux qui ont une passion, ceux qui ont donné à cette passion une grande place dans leur vie et ont pas mal sacrifié pour elle, ceux-là puissent venir s'asseoir en studio avec moi et en parler au micro de Prune. Ces êtres-là me parlent puisque je vois de la poésie dans leur trajectoire et que c'est la poésie qui, volte après volte, m'a réveillé, réémerveillé, jusqu'à vouloir danser sous l'orage en riant. Je veux d'abord vous présenter les 3 membres de l'équipe qui sont en studio avec moi. Donc Roma, bonjour Roma. Bonjour. Tu vas nous faire une chronique polar, c'est ça? Tout à fait. Ça marche. Tu vas nous parler d'un livre qui s'appelle Dead Sleep. Exactement, écrit par Greg Iles et publié en 2001 que j'ai lu dans sa version originale. Super, bon bah ce sera pour tout à l'heure. Salut Brian. Salut tout le monde. Alors Brian, ta chronique va nous emmener autour du monde, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Moi, je vais parler beaucoup de voyages et de choses très inspirantes. Ça marche, super. Et orchestrant le tout, pianotant sur sa console, le réel de l'émission. Salut Guillaume. Salut Georges, merci de m'avoir convié à faire la réal. Je suis content de reprendre l'année comme ça. Merci à toi d'être venu. Et aujourd'hui, donc, dans Coup de foudre, l'invité, qui est-il? Je reçois Thibaut Pellegrini, professeur d'échecs et streamer. Salut Thibaut, bienvenue dans l'émission. Salut et merci pour l'invitation. Merci d'être venu, je suis très content. Je vais revenir 2 minutes sur ton parcours d'études pour que ceux qui nous écoutent mettent une vie sur ta voie. Tu as passé donc un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, puis un BTS aménagement paysager. Tu as enchaîné quelques petits boulots, d'après ce que tu m'avais dit, alors gardien de parc, concierge, Tout à fait. nettoyeur de piscine aussi, tu m'avais dit. Ouais, à peu près, voilà, des petits boulots, on va dire. Plein de petites choses. C'est ça. Et tu vas ensuite travailler 1 an comme paysagiste professionnel. Oui. Et en 2015, pas mal de choses vont changer dans ta vie lorsque tu décides de suivre ta passion première, les échecs. Tu valides? C'est ça. En 2016, plus précisément, en fin 2016. oui, Quand c'est tu ça. deviens entraîneur en 2016. Ok, Professionnel, oui. ça marche. Et pour entamer les hostilités radiophoniques, je te propose une mise en bouche supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. Tu es prêt? Oui, vite fait. Merveilleux. Alors c'est parti pour le quiz éclair. Allez, 1, 2, 3. Vitesse ou lenteur? Lenteur, Sucré ou salé? salé, Petit ou grand rock? grand rock, Je vois agressif, on aime bien. Vote ou abstention? vote, Conviction dans ta voix. Mer ou montagne? mer, Fou ou cavalier? cavalier, Thé ou café? Thé. Ok. Penser ou vivre? Vite, vite, vivre, vite. Vivre, ok. Chat ou chien? chat, Capablanca ou Morphy? Capablanca, Organisé ou bordélique? organisé, Passé ou futur? futur. Ok, je te remercie. Et on va, maintenant qu'on s'est un petit peu mis en condition, on va tout de suite basculer sur l'interview. C'est maintenant. Dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Alors, Thibaut, question numéro 1. Je le disais plus haut, tu as commencé les échecs à 8 ans en activité périscolaire avant de rejoindre un club. C'est bien ça. Est-ce que le coup de foudre a été immédiat entre toi et les échecs? Alors, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est vrai que ça a été assez rapide tout de même, cet intérêt, on va dire, pour le jeu. Mhm. C'est vraiment, voilà, découverte du jeu
par mes parents, par ma mère, en fait, parce qu'on avait un échiquier à la maison qui était là en décoration, échiquier que j'ai toujours d'ailleurs dans mon appartement. Et un jour, purement par hasard, j'ai demandé c'est quoi ce truc. Puis ma maman m'a tout expliqué, tout bien expliqué. Et ouais, ça m'a intéressé sur le coup, vite fait, on va dire. Puis quelques temps après, il y a eu une activité périscolaire justement présentant le jeu. J'y suis allé. Et ouais, ça a commencé après à bien cogiter, je dirais. Je suis ensuite allé en club et à partir de là, on ne m'a plus arrêté. Ok, ok. Donc oui, un coup de foudre rapide qui a été initié par ta mère en fait, à la base. C'est ça, oui. Et il ressemble à quoi cet échiquier d'ailleurs, par curiosité? Un échiquier avec 64 cases, 32 blanches et 32... Ok, un échiquier quoi. C'est ça, oui, c'est un échiquier qui, je crois, elle le tenait de son papa. Donc, Donc valeur voilà. affective assez forte Un petit peu, ouais. reliée à Ouais, cet c'est un objet. échiquier que je garderai tout le temps, je pense. Ok, Moi, je suis assez dans l'affect, en effet. ok, ah bah, je comprends, moi aussi. D'un autre côté, tu as passé un BTS, donc aménagement paysager, je le disais. La nature, c'était ou c'est encore peut-être ton autre passion? Oui, c'est quelque chose que j'aime bien, tout simplement parce que ça fait du bien d'être dehors aussi quand on cogite pas mal à l'intérieur. Et oui, c'est un métier que j'ai bien aimé faire, mais pas la même passion et la même intensité, je dirais, qu'avec les échecs. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à ce métier-là? Alors, c'est plus diverses orientations, je dirais, parce que, bon, comme beaucoup de lycéens, étudiants, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, bon, on m'a dit, ouais, est-ce que tu aimes bien être dehors? Oui, bon, allez hop. Et puis, c'est plutôt un petit peu comme ça que ça s'est fait. C'est pas quelque chose que j'ai regretté, hein, j'aime toujours le pratiquer un petit peu. Mais bon. C'était quand même un petit peu par défaut après le bac? C'était pas vraiment une passion quoi pour toi? Passion, non, clairement pas, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire aussi quand même. C'est pas, voilà. C'est D'accord. difficile à mettre vraiment un mot exact dessus, je dirais. Ok. Pas par défaut non plus, mais c'est pas la passion ultime, quoi. Mais c'est quelque chose que, oui, j'aime bien faire. J'aime bien créer, j'aime bien être dehors aussi, ça me défoule. Puis ça fait un peu de sport aussi, c'est bien. Ok. On s'entasse quand on joue aux échecs. Oui, je comprends. Ah, Braille, elle est partie en plein air éventuellement, ça existe. Et je sais qu'au Oui. Jardin des Plantes à Nantes, il y a eu quelque chose d'organisé qui est d'ailleurs peut-être toujours en cours, avec des parties en extérieur au Jardin des Plantes justement. Alors, il y avait une simultanée organisée, oui, il y a quelques semaines, je crois, par une grande maître. Et oui, il y a des tables de jeux d'échecs également qui ont été mises à disposition. Oui. C'est marrant comme Ouais, on a beaucoup moins cette culture par exemple qu'aux États-Unis, où Oui. eux ça joue dans les parcs, notamment à Central Park à New York, il y a énormément de chess hustlers, comme on dit, qui jouent avec les gens comme ça toute la journée en extérieur, quoi. Que Oui. je trouve chouette personnellement. Ah oui, c'est très bien. Alors, ça se fait de plus en plus. Différentes mairies, voilà, qui installent des échiquiers comme ça. Mhm. Mais oui, on n'a pas encore cette culture qu'ont les US, en effet. Ensuite, tu t'éloignes un petit peu des échiquiers, donc après ce BTS. Donc, je le disais, tu as fait quelques petits boulots, et bam, en 2015, donc alors que tu bosses en solo comme paysagiste, tu passes un diplôme d'entraîneur de la FFE, donc Fédération Française des Échecs, Oui. et tu enchaînes en 2016 avec un poste d'entraîneur en club. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux déclics? Alors, oui, je peux en parler. Alors, c'était mon diplôme d'entraîneur, je l'ai passé fin 2015, alors que j'étais encore paysagiste, mais voilà, il y avait une formation qui s'était faite, qui était proposée en fait pendant ce moment-là. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? C'est quelque chose que j'aime bien, j'ai repris, enfin, ça me plaisait beaucoup. Je l'ai passé, histoire d'eux, en fait, mais pas avec l'objectif d'en faire mon métier par la suite. Je n'en avais aucune idée encore. Pour moi, j'étais encore paysagiste et je continuais là-dessus. Puis mon contrat s'étant terminé, courant 2016, du coup, j'ai voulu continuer un peu en paysagiste à mon compte, mais bon, c'était pas facile. Et clairement, fin 2016, j'ai eu une opportunité dans le club de Sautron, là où j'étais à cette époque. Et voilà, c'est parti de là. D'accord. Clairement, je me suis dit, bah, allons-y. Alors, vraiment, c'était un choix assez difficile parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. C'était un mi-temps, c'était pas non plus extrêmement bien payé. Enfin, c'était moins de 1 000 € par mois. Clairement, c'était pas beaucoup. C'était vraiment une interrogation. Est-ce que je vais aller là-dedans? Comment est-ce que je vais me développer par la suite? Et c'est justement mes parents qui m'ont motivé là-dessus à y aller. Je les en remercie encore d'ailleurs parce que sans eux, je serais probablement... Enfin, j'aurais peut-être eu plus de difficultés à faire ce choix, je dirais. Mhm. Ah, c'est marrant parce que tu parlais déjà de ta mère pour l'échiquier, et puis là, à nouveau, tu parles de ce soutien, quoi. C'est ça. Ça me touche personnellement parce que c'est pareil, tu vois, ce soutien des parents Très important. Ouais. pour une activité. Moi, c'était comme toi, les échecs, moi, c'était la poésie, et
c'est un peu pareil, quoi. Sans ce soutien-là, tu flippes parce que c'est des domaines qui sont un peu des domaines de niche, entre guillemets. Clairement, oui. Donc, c'est pas forcément évident d'en vivre. On est d'accord. Tout à fait. Et donc, quelques années passent et en 2018, tu stoppes complètement ton travail de paysagiste pour te lancer en solo, cette fois comme professeur d'échecs. Après donc une rupture avec le club. À ce moment-là, pour toi, dans ta vie, c'est quoi? C'est grisant, c'est effrayant, c'est évident, peut-être? Alors, c'est à la fois compliqué parce que, évidemment, lancer sa boîte, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Alors, c'est facile à créer, mais après, il faut quand même, mine de rien, aller démarcher des clients, aller trouver du travail, tout simplement. Mmh. Alors, c'était à la fois compliqué, mais il y avait une motivation, un peu une revanche à prendre aussi, pour me dire que l'aventure ne s'arrête pas là, en fait. J'ai envie de continuer, j'en veux plus, je veux y aller et je suis prêt à prendre ce risque. Et là, encore une fois, le soutien familial a été extrêmement important pour justement consolider cette idée, clairement. Et c'est un pari qui, avec le recul, a très bien fonctionné. Donc, tu es content d'avoir d'avoir sauté dans le vide un peu. Oui. Pour cette passion. Exactement, oui. Ok, ça me parle. Et donc, en tant que professeur et entraîneur, on va parler un petit peu de ton quotidien maintenant. Donc, tu m'as dit, tu donnes des cours particuliers, des cours collectifs, tu interviens dans des écoles, des stages, et tu m'avais parlé aussi d'un accompagnement des joueurs de tournois. C'est ça. Ça t'est venu naturellement, la patience et le goût d'apprendre aux autres? Parce que j'y pensais en préparant l'interview, je me disais, bon, je te connais un petit peu, pas très bien, mais un petit peu. Je sens que tu es passionné, mais être passionné et être pédagogue, c'est pas la même chose. C'est vrai. Alors, d'où ça m'est venu cette pédagogie? Peut-être, je dirais encore une fois, un petit peu inspiré de mes parents, de ma mère notamment, qui est directrice d'école, donc qui transmet clairement tous les jours, qui transmet simplement son métier. Mon père aussi est assez bon pédagogue, alors plus avec les autres qu'avec ses enfants, mais bon, c'est toujours plus difficile, bien sûr. Et comment dire, oui, ça m'est venu un peu de là. C'était un petit peu naturel aussi, parce que en effet, c'est pas parce qu'on sait jouer aux échecs qu'on est un bon pédagogue, c'est pas parce qu'on a un excellent niveau qu'on est un très bon pédagogue. C'est un tout, je dirais. C'est quelque chose que je fais assez naturellement. Alors, je dis pas ça pour me vanter spécialement, mais c'était quelque chose d'assez simple pour moi. Parce qu'on pense parfois aux joueurs d'échecs, c'est une image qui est pas mal véhiculée, notamment dans les livres. Je pense justement aux joueurs d'échecs, c'est de Stefan Zweig, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Comme des gens assez renfermés dans leur tête. On pense à Bobby Fischer, le grand champion aussi d'échecs américain, qui était quelqu'un qui s'est complètement replié dans le jeu pour oublier sa situation qui n'était pas évidente avec ses parents notamment. Donc non, on peut être un cerveau et en même temps un pédagogue et savoir transmettre, quoi. C'est ça. Il faut mieux si on veut en faire son métier, parce que bon. Oui, effectivement. Si on ne sait pas transmettre, c'est compliqué. Je comprends bien. En parlant de pédagogie, justement, si tu devais donner envie en quelques mots aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent, de commencer les échecs, qu'est-ce que tu leur dirais? Oula, bonne question. Merci. Amusez-vous, dans un premier temps. Clairement, amusez-vous, apprenez à jouer, découvrir, et après, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin, parce que c'est aussi ça, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, clairement. Mais après, on peut aimer jouer aux échecs de manière ponctuelle, on peut aimer apprendre justement pour s'améliorer, pour être de plus en plus fort. Faites-vous plaisir, clairement, faites-vous plaisir, premièrement. Et tant que le plaisir reste au cœur de la discipline. Si ça devient une contrainte, si vous devenez fou, arrêtez vite. Ça rend un petit peu fou les échecs quand même. Oui, ça rend un petit peu fou. Bon, on va se faire une petite pause dans l'interview. On va s'écouter. Donc c'est le choix de l'invité, parce que c'est une décision que j'avais envie de mettre en avant dans Coup de Foudre. L'invité choisit sa première musique. Tu nous as pris un extrait du jeu Final Fantasy IX. Tout à fait. C'est Evil Forest Theme. Pourquoi d'ailleurs? C'est un jeu auquel tu as passé quelques bonnes heures dessus. Ouais, un jeu, meilleur jeu, je dirais, parce que des Final Fantasy sont des très très bonnes sagas de jeux vidéo, et un jeu qui m'a clairement marqué. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes de retour dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. Il est 13h18 et on est toujours avec Thibaut Pellegrini, professeur d'échecs et streamer, pour la deuxième partie.
de l'interview. Alors Thibaut, on va aborder maintenant un sujet qui est quand même pas mal d'actualité, puisque là on va être en mars 2020, pour que les auditeurs auditrices se situent bien. On est en plein confinement et tu décides de te lancer sur Twitch pour streamer les échecs. Tu rajoutes une corde à ton arc. Streamer, est-ce que c'est très différent de professeur ? Alors oui, déjà, streamer, c'est être tout seul chez soi en train de parler dans le vide, des fois, notamment quand on débute. Toi-même, je crois que tu as connu un petit peu cette expérience. Oh là, oui. Des fois, tu as un viewer et tu es très content. Oui. T'es même surpris d'avoir des gens. Oh, il y a quelqu'un qui regarde. Oh, l'angoisse. C'est ça. Oui, parce qu'en effet, hein, c'est on est tout seul, on est filmé tout seul, on parle à son écran, à sa caméra. Tout à fait. Donc c'est pas évident tout de suite, parce que c'est un exercice différent, mais c'était quelque chose que j'avais voulu faire, parce que pareil, c'était un projet, quelque chose que je mûrissais un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et oui, en effet, donc on est en mars 2020, confinement oblige, et les échecs, pourquoi pas essayer là-dessus, sur cette plateforme, pour toucher un autre public, et puis voir ce que ça donne, tout simplement. Puis avant tout, parce que c'est quelque chose d'assez plaisant aussi. C'est mieux ou c'est moins bien qu'être professeur en direct, justement ? C'est-à-dire que tu n'as pas ce lien humain concret. Ça, c'est souvent la chose auquel je pense quand je pense au stream, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, tu es seul devant ton écran avec ton casque et les personnes sont virtuelles, quoi. Donc, est-ce que tu as une préférence finalement pour l'un ou pour l'autre, ou c'est deux aspects d'un métier, tout simplement ? C'est alors deux choses complètement différentes. Après, si je devais répondre à ce que je préfère quand même être en face des gens, parce que il y a le contact, c'est quand même mieux. Contact humain, on parle avec la personne, c'est mieux que via un chat, quoi que ce soit. Ben oui, je comprends. Et c'est pareil au niveau de l'échiquier, parce que c'est vrai quand on joue par exemple avec Roma, ce contact avec le bois, avec la matière, avec cette présence physique des pièces, il y a aussi ce plaisir de l'objet. Dans l'échiquier, tu parlais de celui de ta mère, je comprends bien. D'ailleurs, je me disais, on pourrait peut-être partager ton Twitch, tant qu'à faire, puisqu'on est en studio. Avec plaisir. Alors ton Twitch, tes horaires, dis-nous tout. Oula, alors les horaires, ça dépend. Grosso modo, un live par jour quand même, on essaye. On pourrait aller entre 4 et 5 par semaine, donc sur à peu près 2 heures. Alors les horaires dépendent de mes disponibilités. Bien sûr. Et donc le nom, je suppose, donc c'est Strowbear, S-T-R-O-W-B-E-A-R. Alors qu'est-ce qu'un Strowbear ? C'est un monstre dans le jeu Final Fantasy IX, un monstre assez moche et assez nul, mais je trouvais le nom stylé, donc voilà. Est-ce que tu te vois comme un monstre assez moche et assez nul, du coup ? Non, un monstre, oui, mais assez fort, normalement. Ça marche. J'aime bien, d'ailleurs, tu appelles tes streamers les oursons, je trouvais ça. Oui, en fait, c'est venu comme ça, justement, en discutant au fur et à mesure avec les gens, c'est venu de là. Et donc, le nom de la chaîne complète, c'est Strowbear, le tiret du 8, donc le petit underscore, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais même pas, je ne suis pas un bon gamer, et TV. Voilà, donc Strowbear TV. D'ailleurs, je le précise pour ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient pas ce qu'est Twitch. C'est une chaîne qui était à la base plutôt dédiée aux jeux vidéo, où en fait les gens peuvent s'enregistrer, justement streamer sur cette plateforme et se construire une communauté et avoir régulièrement des gens qui viennent les voir s'ils apprécient leur contenu. Et il y a pas mal d'ailleurs de chaînes Twitch sur les échecs. Oui, mais dû au confinement, justement, il y en a eu plusieurs. Dont la plus connue en France, c'est Blitzstream, voilà, le gros Twitch. Le mastodonte. Tout à fait. Ensuite, je me disais aussi en préparant l'interview, ce serait intéressant qu'on parle du Jeu de la Dame, la série qui est passée sur Netflix, parce que pour, je pense, n'importe quel aficionado du jeu d'échecs comme moi, ou des professionnels, ou même des gens qui n'y connaissent rien, ça a été quand même un peu un pavé dans la mare, cette série. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, on s'y attendait pas du tout, et ça a eu une influence énorme. Est-ce que déjà tu l'as vu ? Oui, bien sûr. Ok. Je le rappelle, ça parle de l'histoire de Beth, une prodige des échecs qui se bat contre des problèmes d'addiction, qui a eu une enfance pas évidente, qui est placée en internat, etc. Pas en internat, en orphelinat. Orphelinat, oui. Pardon. Donc tu l'as vu, tu me disais, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi j'ai bien aimé, même si il y a eu un énorme engouement pour la série. Alors, je veux dire, il y a d'autres séries qui sont tout aussi bien. Mais c'est vrai que celle-là, elle a bien marqué. Moi, j'ai énormément aimé l'esthétique, l'image et tout. Le jeu d'acteur aussi est très bon. Après, même, oui, en effet, je pense que ça touche plus encore ceux qui ne connaissent pas ou très peu le jeu d'échecs, je dirais. Oui. Plus encore que les joueurs assez expérimentés comme moi.
Mais j'ai quand même passé un très très bon moment à la regarder. Vraiment, c'était très agréable. Et oui, franchement, l'image est magnifique. Ouais, c'est de la bonne vulgarisation, on est d'accord. Oui, ouais, ouais. Et ça donne vraiment envie de s'y mettre, en fait. Oui, je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est que ça a été une des raisons de la hype des échecs pendant justement, en plus le confinement, vu que la série est sortie à peu près à cette période. Et donc on était tous sur Netflix, affalés sur nos C'est lits ou ça. sur nos canapés. Sur Twitch et sur Netflix. C'est ça. Autre question, le meilleur joueur français, donc c'est Maxime Vachier-Lagrave, on ne le présente plus dans le milieu des échecs, évidemment, il est dans le top 10 mondial depuis un petit bout de temps. Et je me demandais, est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as joué contre lui, peut-être? Hélas, non. Non. J'aurais bien aimé me faire éclater en 20 coups, mais non. Et à ton avis, ça demande quoi comme effort d'entrer dans le top 10 mondial? Oula. Des efforts, je n'aurais même pas les quantifier tellement c'est... C'est constant, quoi. C'est ouais. vraiment chaque heure de chaque jour, quasiment. Alors, je ne sais pas si c'est autant que ça. Alors, lorsqu'il y a des préparations pour d'énormes tournois, oui, clairement, pour des choses comme ça. Après, je sais qu'ils font également aussi, donc les grands champions, autre chose, enfin, beaucoup de sport, mais faut beaucoup se divertir aussi, parce qu'on ne peut pas passer non plus 8-10 heures d'échecs par jour sans devenir un peu fou au bout d'un moment. Oui. Mais oui, ça demande déjà un talent et un travail vraiment monstrueux, quoi. Considérable, oui. Ouais, et puis dès le plus jeune âge. Là, on pense à Fischer qui faisait des préparations en salle de sport avant les tournois. Pareil pour Vachier-Lagrave qui beaucoup de salles de sport. Carlsen qui fait du foot à assez haut niveau aussi, je crois. Donc c'est des sportifs en fait. Tu fais peut-être ça aussi d'ailleurs à côté pour préparer les tournois ou... Ouais, enfin un peu moins. Ouais. J'aime bien le sport quand même, ça fait du bien de bouger, de s'entretenir et puis d'extérioriser, parce que bon, quand on fait entre 30 et 40 heures d'échecs par semaine, bon, faut faire autre chose au bout d'un moment, parce que... De bouger d'autres muscles que le cerveau. C'est ça, ouais, ça fait du bien de faire autre chose. Bien sûr. Et parmi les autres grands noms des échecs, parce que bon, Vachier-Lagrave, c'est vrai que c'est un joueur contemporain, mais est-ce qu'il y a un ou deux noms qui sont au-dessus des autres pour toi, pour un petit peu peut-être aussi donner envie au public, s'intéresser, parce que l'histoire des échecs est très très riche. Est-ce qu'il y a deux grands champions, ou un seul grand champion peut-être que tu places au-dessus des autres? Il y a eu donc Fischer, tu en as parlé, et Kasparov aussi, bon, très très classique, mais monstrueux également. Après, comme joueur plus récent et moins connu, que j'apprécie par exemple, que j'aime bien, je réfléchis, c'est peut-être pas la bonne question. Caruana, qui est dans le top 2 ou top 3 mondial actuellement, top 2 je crois. Oui. Pareil, l'américain qui est très très fort. Caruana, c'est déjà pas Caruana, mal. c'est déjà pas mal, ouais. En fait, ils ont tous leur grande qualité. Bien sûr, on a Wesley So aussi, qui était un challenger sérieux pour Carlsen récemment. Douda aussi. Oui, ils sont tous très sérieux. Après, les plus sérieux, ça reste quand même Caruana, dont je viens d'évoquer le nom, et Ding Liren, le chinois. C'est vraiment des adversaires très très solides. Redoutable. Ouais. Et après, les autres sont, par exemple, si on parle de Maxime Vachier-Lagrave, pareil, un très très fort joueur, talent, même pas à expliquer, à démontrer. Mais si on le compare, par exemple, ses scores contre l'actuel champion du monde, donc Magnus Carlsen, qui trône à la première place depuis au moins 7 ans, je crois. Oui. Disons que c'est pas l'adversaire typique de Maxime Vachier-Lagrave, quoi, parce que le score, il va vraiment dans le sens du champion du monde. Bien sûr. Mais de toute façon, je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre dans cette ère des échecs, justement, parce que déjà, des séries comme Le Jeu de la Dame qui vulgarisent et qui donnent envie, mais on a un champion du monde qui est quand même particulièrement charismatique. Carlsen, c'est quelqu'un qui est très simple, qui sourit beaucoup, qui est très abordable, a priori, qui n'est pas du tout attrôné, qui est pas méprisant avec les gens. Donc je trouve qu'on est dans une belle ère. Alors, c'est un petit troll quand même. Du jeu d'échecs. C'est un champion du monde, donc j'imagine que la il mentalité... il a son petit côté aussi arrogant, qui plaît ou qui déplaît, mais il est humain aussi avant tout. Bien sûr. Donc forcément, quand il perd, quand on est top 1, quand on perd, la défaite est toujours plus difficile. Difficile à avaler. Et j'en profite d'ailleurs, j'y ai pas pensé, il y a aussi, parce qu'on en a parlé des hommes, mais il y a aussi des femmes qui jouent aux échecs. Et une femme très inspirante, qui a d'ailleurs inspiré la série Jeu de la Dame, c'est Judy Polgar. Polgar, oui. Oui, qui a été la femme la plus forte avec un classement Elo, donc le classement qui reflète le niveau des joueurs, qui a eu un classement au-delà des 2700, donc ce qui est énorme, et qui a rivalisé avec beaucoup de mecs dans un milieu quand même... assez machiste. Ouais, on peut le dire. On peut le dire clairement. Polgar, c'est une championne extraordinaire, effectivement. J'aurais dû la citer plus tôt.
Allez, 2 petites dernières questions, parce que là, on va se mettre en retard sinon. On dit souvent que les joueurs d'échecs révèlent leur personnalité profonde sur l'échiquier. Est-ce que tu te vois plutôt comme un attaquant, donc à la Fischer, ou un défenseur un peu positionnel à la Karpov? Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il est vrai que longtemps, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'étais très très défensif, voire passif, et c'était un peu ma personnalité, très, très en retrait. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Je suis beaucoup plus expressif, et ça se ressent aussi dans mon style de jeu. Ouais, Plus agressif? ouais, plus agressif, limite prise de risque des fois, un petit peu beaucoup même. D'accord. Ah, bah, je te connaissais comme un joueur assez solide, mais c'est intéressant. Je sais être les deux en fait, plus maintenant, mais j'aime bien prendre des risques. Bah, c'est un petit peu mon parcours aussi professionnel, je dirais, c'est aller dans des trucs, des fois, bah, on verra. Enfin, avec de la motivation, avec une idée derrière, pas juste au hasard. Mais c'est un petit peu, je pense que ça résume bien. Oui, puis je pense que quand on monte de niveau dans une discipline, quelle qu'elle soit, on acquiert aussi cette versatilité où au début on peut être que blanc, puis après on peut être que noir, puis on devient capable d'être blanc et noir, quoi. Ouais. Notamment aux échecs, ouais. Et puis dernière question, j'en suis pas peu fier de celle-ci. Un paysagiste, c'est quelqu'un qui organise la nature pour qu'elle pousse le mieux possible, on est d'accord, tout en étant esthétique, minimum. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu fais la même chose avec tes pièces aux échecs? Oh, c'est beau, c'est beau. Oui, je le fais à l'intérieur. Mais c'est vrai que l'esthétisme aux échecs, quand on arrive à faire une magnifique partie et tout, il y a un côté satisfaisant quand même, ouais, qui est agréable, oui, c'est vrai. Parce que ceux qui ne jouent pas aux échecs, encore une fois, qui nous écoutent, c'est vrai que moi, je peux en parler très humblement, hein, par rapport à toi, j'ai pas du tout ton niveau, mais cette recherche de l'esthétique, justement, c'est une guerre, mais c'est une guerre qui peut aussi être très, très belle, très jolie. La façon d'organiser, des fois, juste de regarder une position d'échec et de se dire ah d'accord, il y a cette espèce de vague de pièces comme ça du côté des noirs, et puis cette espèce de bouclier du côté des blancs, ou cette espèce de lance, au contraire, on a une impression très dynamique sur un échiquier de force qui avance et qui recule. Ça peut être très beau. En tout cas, moi, Oui. je trouve. Ah oui, il y a des fois des parties qui sont, ouais, qu'on peut qualifier de magnifiques. Alors après, c'est évidemment, il faut avoir un petit peu de recul dessus, parce que quand on est débutant complètement, on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est juste des pièces qui se déplacent, Oui. ça n'a aucun sens. Ils sont fous. Mais des fois, oui, moi, il m'est arrivé de faire de très belles parties dont j'en suis très fier, parce que je trouve que c'était vraiment magnifique. Enfin, parfait, entre guillemets, hein, parfait à mon niveau, bien sûr, parce que ça ne serait pas parfait de niveau grand maître. Et des fois, je jouais des parties complètement horribles et d'être très déçu. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à ce niveau-là. Ben oui, et puis comme tu me l'as rappelé fort à propos récemment, aux échecs, ce qui est beau, c'est qu'on peut toujours progresser. C'est vrai. Je trouve que c'est une belle maxime qu'on pourrait appliquer dans la vie. Merci beaucoup Thibaut Pellegrini d'être venu nous voir dans Coup de Foudre. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Et on est de retour dans Coup de Foudre, il est 13h35 et tout de suite, c'est l'heure de la chronique polar de Romain. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse d'être parmi l'équipe de Coup de Foudre pour leur première émission. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les indices, les mystères et aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar que j'ai lu et que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit de Dead Sleep, en version originale, ou La femme au portrait, en version française, écrit par Greg Iles et publié en 2001. Le roman commence avec le portrait du personnage principal, Jordan Glass, une femme reporter photographe de 40 ans qui sillonne le monde avec son appareil photo pour capturer et révéler les atrocités de la guerre. Très vite, on apprend qu'un peu plus d'1 an auparavant, sa sœur jumelle a disparu sans laisser de traces. Pas de corps, pas d'indices, ni de preuves, laissant les services de police impuissants face à cette affaire. Suite à un burn-out, Jordan part s'aérer à Hong Kong pour aller voir une exposition d'art. Par hasard, elle va tomber nez à nez avec une série de tableaux représentant des femmes pâles, nues, qui semblent endormies, voire même mortes. Le plus terrifiant, c'est que parmi ces portraits, elle reconnaît son propre visage, qu'elle identifiera par la suite comme étant celui de sa sœur disparue, Jane. S'ensuit une enquête trépidante, avec beaucoup d'action et de rebondissements, où le personnage principal chemine entre espoir et désespoir. Ce qui m'a le plus plu à la lecture de ce polar, c'est le mélange parfaitement dosé. D'un côté, les différents portraits psychologiques dépeints lors de souvenirs
qui permettent de comprendre intimement les états d'âme des personnages, et d'un autre côté, les instants d'enquête, de réflexion et de prise de décision pour mener des plans d'action palpitants. Tout au long du livre, et même lors des derniers chapitres, le suspense est présent, et les soupçons basculent sans cesse, amenant le lecteur à devenir un enquêteur lui-même. J'ai aussi beaucoup apprécié la place que l'auteur accorde au milieu de l'art. Les peintres, peintures, pinceaux et musées habitent les pages où la sublimation et la recherche du beau sont au cœur de l'intrigue. J'ai passé de merveilleux moments à lire ce polar, un véritable régal pour les esprits qui aiment les énigmes. C'était Dead Sleep ou La femme au portrait de Greg Iles. Et moi je vous dis à dans un mois pour une autre chronique polar. Et on est de retour dans Coup de foudre, une très belle chanson de Ben Mazué, j'avoue je l'écoute beaucoup en ce moment celle-ci. On va tout de suite aborder maintenant la rubrique dans cette émission. La rubrique ça s'appelle Truc de fou. On vous balance le petit jingle d'abord. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors, truc de fou, le concept est assez simple en fait. On viendra tous les mois, puisque cette émission donc, est une mensuelle, on viendra chaque mois dans l'équipe vous présenter quelque chose qui s'est passé dans nos vies, dans les semaines qui viennent de passer, dans le mois qui vient de passer. Quelque chose qui nous a inspiré, qui nous a plu, qui nous a fait du bien, voilà, un coup de cœur. Hein. On reste un petit peu dans l'idée du coup de foudre aussi. Brian, tu nous as préparé donc quelque chose, tu me disais que tu avais nagé avec des requins. Oui, c'est exact. Je reviens tout juste du Mexique et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cet animal. D'accord. Du coup, cet animal, c'était une expérience vraiment incroyablement riche. Il faut savoir que c'est un animal qui est en voie de disparition et qu'il est possible de rencontrer que pendant certaines périodes de l'année, durant les périodes migratoires. Donc du coup, on est parti en mer. Après quelques heures de recherche, on est tombé sur un banc de requins-baleines. Et donc là, ni une ni deux, nous avons mis nos équipements et nous sommes partis. Équipement, donc tenue plongée, vous faites quoi du... Non, c'est du palm tuba. Okay. Pas de plongée. Ça s'appelle du snorkeling. Snorkeling ou PMT. Snorkeling, le mot anglais, et PMT pour le mot en français. D'accord. Du coup, on a mis nos équipements, on est parti à l'eau, et puis là, on a eu la chance de découvrir un animal qui fait pas moins de 12 mètres, qui n'a pas du tout de dents, qui a une grande bouche, qui n'a pas du tout de dents, qui est majestueux. Et ça mange du plancton, cette bête-là ? Oui, ça mange uniquement du plancton. Donc, du coup, totalement inoffensif pour l'homme. Et voilà, j'ai eu la chance de nager pendant plusieurs centaines de mètres avec lui. Il faut savoir que ça nage très vite, donc il faut avoir un bon coup de palme pour suivre l'animal. Oui. Mais voilà, c'était une expérience qui était relativement riche et épuisante, que ce soit physiquement ou émotionnellement, parce que j'ai nagé peut-être l'équivalent de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure avec lui et je me suis trouvé très vite épuisé et subjugué d'émotions. Parce que c'était tellement riche et j'ai même pas voulu continuer, j'ai préféré monter sur le bateau tellement je me sentais épuisé de vivre cette expérience-là. Mais je comprends, évidemment, bon, ça va pas être très original ce que je dis, mais j'ai tout de suite pensé au film Le Grand Bleu, évidemment, Jacques Mayol qui nage avec les requins, moi, avec les dauphins. Ouais. Et moi j'aime beaucoup l'apnée, hein. C'est quelque chose qui me fascine, j'ai regardé beaucoup à une époque des compétitions d'apnée, des gens je trouve ça merveilleux. Mais par contre, dans ma tête, quand tu dis requin-baleine, du coup il y a requin et baleine, j'ai du mal à associer les deux, c'est-à-dire que ça a la taille d'une baleine plutôt, puisque ça fait 12 mètres, mais d'aspect, c'est... Alors d'aspect, oui, ça fait exactement entre 12 et 25 mètres pour les plus grosses espèces. Et en fait, on l'appelle requin-baleine parce que il a la taille d'une baleine, mais en fait la baleine, il faut savoir que quand elle nage, sa queue nage de façon horizontale. Et la différence, le requin-baleine nage comme les requins avec sa queue verticalement. Oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le requin-baleine, de par sa taille et de par sa nage. Donc à la base, c'est une baleine plutôt. C'est très nuancé. C'est très nuancé. On n'est pas sûr en fait. Certains diront que c'est des baleines, d'autres diront que c'est un requin. C'est des requins. Et le débat fait rage entre les scientifiques depuis 50 ans. C'est ça, exactement. Je comprends. J'imagine que ça doit être une très belle expérience, oui. Oui, très émouvante. J'étais pas tout seul à la vivre. Je l'ai partagé avec d'autres personnes qui ont été aussi beaucoup subjuguées d'émotions. On a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de pleurs de joie, d'accomplissement, pour certains de dépassement de peur, parce qu'il y avait quand même le mot requin pour certains qui reste quelque chose de bloquant.
Mais oui, voilà, c'était quelque chose de vraiment très très riche et je suis très très heureux de l'avoir partagé avec ces personnes-là. Et je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont procuré la chance de vivre cette expérience-là. Ce voyage au Mexique. Exactement. Thibaut, Romain, est-ce que vous avez vécu une expérience un peu similaire, quelque chose qui s'en rapproche? Même si c'est nager avec des crevettes, on prend. Hein, Non. Hélas, non. Très franchement. Eh bien, moi, je dois vous surprendre en disant que oui. Parce que quand j'ai eu 6 ans, on a eu la chance avec mes parents d'avoir une invitation pour faire un voyage au Cuba. Et nous avons donc nagé avec des dauphins. Donc, bon, ça n'a rien à voir avec les requins-baleines. C'est pas le même gabarit ni même la même menace. Mais c'était tout à fait génial. J'en garde des souvenirs assez forts. Pourtant, c'était des moments très courts. Parce que c'était vraiment une activité qui était organisée pour le coup avec une sortie en catamaran en mer et puis avec un retour. Donc je pense que c'est pas tout à fait comparable à ton expérience à toi, Brian, qui a quand même qui est resté 15 minutes en mer avec l'animal. Bien sûr, Ça doit être quand tu dis menace, on parle de la taille des complètement 12 fou. mètres qui peuvent être impressionnants, puisque le requin-baleine, on le rappelle, n'est pas du tout dangereux pour Oui, l'être humain. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce partage, Brian. Je vous en prie. Moi, mon truc de fou ce mois-ci, c'est la découverte du livre La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Et moi, je nage plutôt dans les mots, tu vois. Pourquoi c'est fou? Parce qu'en général, déjà, je n'adhère pas forcément beaucoup au livre de Tesson. Bon, je vais le dire en une ligne, mais voilà, j'ai souvent été un petit peu agacé par certains écrivains qui, selon moi, s'écoutent un peu trop écrire pour écrire bien. Mais dans ce livre, c'est très différent, puisque La Panthère des Neiges, c'est un hommage de la part de Tesson au travail de quelqu'un d'autre. Et ça change tout. Tesson est parti au Tibet avec Vincent Munier, un photographe animalier, sa compagne Marie et un ami Léo. Et ensemble, ils cherchent à photographier une panthère des neiges, qui est une espèce en voie de disparition, malheureusement comme le requin-baleine. Et je pense que beaucoup d'espèces, de plus en plus d'ailleurs, c'est en train d'être le cas. Tesson donc réfléchit sur la nature de la quête, partir chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Qui cherche-t-il, lui, dans cette panthère, ou quoi? Et surtout, il montre son admiration pour le travail de Munier, puisque c'est un métier dur, on se lève très tôt, on se met en planque dans le froid pendant des heures, on se tait, on respecte le monde animal, on s'efface dans le paysage. Je pense que l'espèce humaine pourra en prendre de la graine. L'homme n'est pas la vedette dans ce travail, il est spectateur, émerveillé du monde. On sent que Tesson a été profondément touché par la démarche artistique de Munier, et par l'homme aussi. Donc c'est un très beau livre. Est-ce que autour de cette table, vous avez lu du Tesson ou peut-être admiré des photos de photographes animaliers dans des expos, peut-être? Je ne sais pas. Pour ma part, non. Non, j'ai jamais admiré de photos ou lu de livres de Tesson. Très bien. Je vous recommande dans ce cas-là, en tout cas, le travail de Vincent Munier. C'est très très beau. Vous avez des documentaires sur YouTube qui sont accessibles. C'est vraiment quelqu'un qui... Justement, en fait, certains, ses détracteurs disaient que oui, mais bon, ces photos, c'est toujours un peu joli, etc. Et ça dénonce pas assez. Mais lui répond que des gens qui dénoncent, il y en a déjà énormément, et heureusement d'ailleurs, les ravages qu'on fait sur la nature et sur les animaux. Lui est aussi là pour rendre ce qu'il appelle un tribut au monde, et ce tribut, c'est sa beauté. Le monde est extraordinairement beau, et il faut aussi que certains yeux soient capables d'admirer cette beauté et de la restituer, de nous montrer, et ça nous donnera peut-être justement envie de le défendre, ce monde. Et tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique de l'émission, celle de Brian. Alors, salut tout le monde, c'est Brian. Donc, je vais rester sur la même thématique que Truc de fou. Je vais rester sur le voyage. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Florence Renaud. Le nom ne vous dit certainement rien, mais elle vient de terminer une aventure incroyablement inspirante. Un tour du monde en autostop. Donc, Florence, après avoir étudié à l'Institut de journalisme de Bordeaux, elle parcourt la France pendant 2 ans comme journaliste reporter d'images et rédactrice remplaçante. C'est en 2013 qu'elle décide d'aller au-delà de son pays pour réaliser son rêve, faire le tour du monde en autostop. L'aventure commence le 2 juillet 2013 par une transatlantique en voilier stop. En voilier stop. Elle voyage durant 3 ans en Amérique. En 2016, elle part vers de nouveaux horizons en cargo stop cette fois-ci, direction l'Océanie. Grâce à différents PVT, elle voyage et travaille. Après 1 an sur ce continent, la voilà partie pour rejoindre l'immense continent qu'est l'Asie. Elle arrive sur cette nouvelle terre grâce à 3 ferries et avions stop.
Elle passe 2 ans à visiter et suivre la route de la soie pour enfin rejoindre le 5e et dernier continent de son voyage, l'Afrique. Après quelques mésaventures et 5 mois d'attente sur l'île de Chypre, c'est en 2019 que cette dernière étape commence. Elle part de la côte Est avant de remonter vers la côte Ouest, où malheureusement la fermeture des frontières due au Covid va lui faire rencontrer quelques difficultés. En mars 2020, quelques heures après son entrée au Cameroun, elle apprend la fermeture des frontières pour une durée indéterminée. Ne voulant pas abandonner son projet si proche du but, elle décide donc de rester le temps nécessaire afin de parcourir les 10 000 derniers kilomètres en stop comme prévu. C'est en août 2021 que Florence retrouve sa ville d'origine, Orléans, 8 ans après son départ. Cette aventure est vraiment pour moi source d'inspiration, de liberté, d'ouverture, car oui, cette femme me fait rêver et me permet de me rendre compte que tout rêve est réalisable. Elle s'est donné les moyens de les réaliser et je souhaite pouvoir aussi réaliser cette même expérience un jour et parcourir le monde, la terre, le pouce levé. Ce voyage reste selon moi l'exutoire de la liberté dont j'ai déjà eu les prémices de ce sentiment lors de différents voyages, mais jamais assez long à mon goût. Merci d'avoir écouté, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique plus spécifique mais tout autant dépaysante. Merci beaucoup Brian, et c'est sur cette belle chronique qu'on va conclure l'émission. Pour entamer quelque chose donc, qui va devenir récurrent dans chaque édition de Coup de Foudre, je vais pour terminer l'émission vous lire un extrait d'un texte qui m'a beaucoup inspiré récemment. Voici donc l'extrait. La poésie, pour peu qu'on veuille descendre en soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d'enthousiasme, n'a pas d'autre but qu'elle-même. Elle ne peut pas en avoir d'autre, et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème, que celui qui aura été écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. C'était un extrait de la préface aux Nouvelles Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, et cette préface est écrite par Charles Baudelaire, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui, et merci à toute l'équipe, merci à notre invité Thibaut d'avoir été présent aussi. Et je voudrais aussi remercier ceux qui ont accompagné la gestation de Coup de Foudre, qui m'ont partagé leurs avis, conseillé, encouragé sur la façon de rendre cette émission la meilleure possible, la plus intéressante possible à écouter. Ma passion pour les projets que je réalise est très forte, mais l'anxiété qui l'accompagne l'est tout autant. Merci à eux, donc ce soutien m'a porté jusqu'ici et ils se reconnaîtront. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.